Ouais, super, ben, merci, belle introduction, Yvon. Je remercie beaucoup Yvon de me faire venir ici. Je serais toujours reconnaissant pour l'opportunité qu'il me donne de parler devant vous. En fait, c'est quelque chose que je suis vraiment content. Je suis vraiment content de parler devant vous et fier parce que vous me faites rappeler à moi il y a 10 ans. En fait, vous avez quel âge? 14, ok, 10 ans, 11 ans. Ouais, il y a 11 ans, je me rappelle, j'étais à votre place, j'étais assis comme vous, un élève au secondaire, et on recevait des conférences, et ces conférences-là me touchaient. Je me rappelle, j'ai encore des scènes, je me rappelle encore de ces conférences, et j'espère que. Puis là, maintenant, je suis ici devant vous. J'étais là, maintenant, je suis ici, puis j'espère que je vais être capable de vous toucher de ma conférence qui est aujourd'hui les jugements et l'intimidation. Puis c'est ça, en fait, moi je me présente, Michael Gazo. Je suis conférencier et auteur. Et puis j'ai passé mon entreprise, vous écoutez avant. Et c'est la conférence d'aujourd'hui, Jugement et intimidation. Donc, je voulais juste parler un petit peu de mon parcours académique. Je parlais il y a 10 ans, exactement, j'étais au secondaire. Et j'ai gradué, j'ai obtenu mon diplôme de secondaire à l'école Curé-Antoine Labelle, l'école publique à Laval. Et par la suite, après mon diplôme de secondaire, je suis allé au cégep. Moi, j'ai toujours voulu aller jusqu'au bout avec l'école. Donc, je continuais. J'ai fait un diplôme études collégiales en sciences humaines, profil individu. C'est vraiment en sciences humaines, c'est si jamais vous n'êtes pas très sûr de ce que vous voulez faire plus tard, sciences humaines, c'est un très bon programme pour savoir après qu'est-ce que vous voulez faire. T'sais. Puis surtout, profil individu, c'était plus des cours centrés sur l'individu et sur soi-même. La psychologie, l'économie, toutes sortes d'activités. Ensuite, je suis allé à l'université, comme je disais, je vais jusqu'au fond. Je suis allé à l'université, au début je voulais être avocat, je voulais être notaire, architecte. Par contre, mes notes ne me permettaient pas. Mes notes au cégep ne me permettaient pas de rentrer en tant qu'avocat. Mais c'est pas grave, il y a toujours une solution. Donc, je pouvais aller augmenter mes notes en faisant un certificat en criminologie, augmenter mes notes, puis par la suite aller en avocat, en droit, excusez-moi. Mais comme vous voyez, je ne suis pas allé en droit. Je suis pas allé. En fait, j'ai continué, j'ai fait mon certificat de criminologie. J'ai tellement découvert un intérêt pour la criminologie que j'ai continué. Je suis allé chercher mon autre certificat en victimologie. Là, c'est plus pour les victimes. Ensuite, certificat en enquête et renseignement. Là, ça m'intéressait beaucoup, les enquêtes criminelles. Et ces 3 certificats m'ont permis d'avoir aussi non, une lumière. Ça serait cool. C'est pas grave. Je pense pas. Bon. Puis là, ces 3 certificats-là m'ont permis d'avoir un bac. Donc, c'est un bac par cumul, comme on appelle. Vous allez sûrement savoir ça plus tard. Et ça m'a donné un bac par cumul en études du phénomène criminel. Puis, c'est ça, et je suis très fier. J'ai gradué l'année passée. Ensuite, parcours professionnel, pendant que j'étais étudiant, secondaire, cégep, il y a ces petits emplois-là que quand tu commences à avoir 16 ans, tu peux te trouver des petits emplois comme Tim Hortons. J'ai travaillé pour le marché Adonis, Toys R Us, Canadian Tire, Stade Saputo, le soccer, Dollarama. J'ai même été un animateur des fêtes d'enfants. On cherche des sous, on fait tout, hein? on fait tout. Là. Et j'ai été chauffeur de taxi. Par la suite, en rentrant à l'université, j'avais besoin des emplois qui sont en lien avec ce que j'étudie. Je suis devenu intervenant en santé mentale avec des santé mentales qui ont un dossier criminel. Et ça, c'était au centre d'emploi. Par la suite, j'ai travaillé pour la Sûreté du Québec, j'ai travaillé à la police. J'étais dans les bureaux, je n'étais pas policier, mais j'étais dans les bureaux, j'étais vraiment content d'être là, c'était une belle expérience. Ensuite, quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis plus allé dans le privé, la banque, ça m'intéressait un peu et j'étais devenu un analyste grâce à mon diplôme. Je suis devenu un analyste en blanchiment d'argent. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais en tout cas, c'est... Oui, vous savez... tous les trucs, pardon? Ouais, je ne vais pas dire les trucs. Et par la suite, malgré toutes mes études, tout ce que j'ai appris à l'école, mon intérêt que j'avais pour les crimes et tout ça, mais j'ai découvert une nouvelle passion qui était de parler devant vous,
de parler de mes expériences avec le syndrome de Gilles-Latourette. Et j'ai écrit un livre. Et ce livre-là m'a permis de quitter ma job de 9 à 5 pour devenir un entrepreneur et partir de mon entreprise qui s'appelle S'écouter avant, qui est une entreprise de conférence. Donc, ça, c'est mon parcours professionnel. Et là, on va commencer un petit peu dynamique. On va faire une petite activité. Là, vous avez tous un papier et un crayon. Pour cette activité-là, c'est vraiment, tout ce que je vais vous demander, c'est deux choses. Dans vos mots, qu'est-ce qui est pour vous l'intimidation? Une petite phrase, là, vous allez décrire juste une phrase de qu'est-ce que l'intimidation d'après vous. Et ensuite, écrire votre plus grande difficulté. Faites une deuxième phrase. C'est quoi votre plus grande difficulté, votre complexe de la vie de tous les jours? Je vais vous laisser 2 minutes, c'est ça. Je dis, c'est correct, 2 minutes. 2 minutes, c'est bon? Oui. Ceux qui ont leur iPad, vous l'écrire. Il y a quelqu'un aussi. Midi. Il y a comme un petit jeu précis de transition. OK. Ouais. Parfait. OK, super. Je vais continuer la conférence. C'est correct si jamais vous n'avez pas fini, vous pouvez continuer, ça ne me dérange pas. Donc, on va parler un peu de l'intimidation versus le harcèlement. Est-ce que, c'est écrit, là, vous allez poser la question. Mais, donc, l'intimidation versus le harcèlement, ça se ressemble beaucoup, l'intimidation et le harcèlement. La plus grande ressemblance entre ces deux termes-là, c'est vraiment que c'est dans le but de blesser une personne ou d'insulter quelqu'un ou de critiquer. Ça, c'est vraiment la ressemblance qu'on a entre l'intimidation et le harcèlement. Par contre, la différence avec le harcèlement, c'est qu'on s'attaque plus à la discrimination. Et là, on va parler plus de la discrimination et le harcèlement en ce moment, puis après ça, on va toucher sur l'intimidation. Donc, pour la discrimination, le terme ici, c'est vraiment, la définition, c'est traiter une personne différemment ou la dénigrer en raison de certaines caractéristiques ou différences. Puis on a plusieurs exemples de la discrimination. Là, sont déjà notés, là, j'allais peut-être vous demander. Mais on va commencer avec l'âge. L'âge, ça peut être une forme de discrimination. Comme le meilleur exemple que je peux vous donner, vous êtes dans la récréation, vous êtes en train de jouer avec les 14 ans, jouent ensemble, il y a un enfant de 9 ans qui veut venir jouer avec vous, ben vous ne le laissez pas parce qu'il y a 9 ans. Je peux comprendre si c'est pas pour le blesser, mais parfois ça peut être vraiment de la discrimination où c'est vulgaire, puis on ne le laisse pas, puis on peut le dénigrer parce qu'il y a 9 ans. L'âge, c'est un des facteurs. Ensuite, on a le sexe. Vous jouez au soccer, vous êtes juste des gars.
Puis là, il y a une fille qui veut jouer avec vous, mais vous ne la laissez pas parce que c'est une fille. Ça aide la forme de discrimination. Mais, tantôt, je vais vous expliquer qu'on peut le transformer un peu, parce que ça ne devient pas la discrimination, mais d'expliquer plus gentiment. L'origine, c'est aussi un des caractéristiques. L'origine, c'est-à-dire que vous êtes, je sais pas, un groupe, je suis libanais. Je suis un groupe de Libanais qui se traînent ensemble. Un Québécois qui veut venir avec nous, bien on ne le laisse pas parce qu'il est Québécois, donc on veut juste rester en Libanais. Donc, il faut faire attention aussi, hein, comment on le fait. Mais ça peut faire partie de la discrimination. La religion, c'en est un autre. La religion, c'est quand même sensible. Musulman versus christianisme versus juif. Donc, ça, c'est un des facteurs de ne pas se traîner avec des juifs ou avec des chrétiens. Mais comme je dis, c'est vraiment la façon, ça peut devenir vraiment vulgaire. Et on peut le voir aussi dans les guerres, il y a des guerres religieuses. Ensuite, la situation familiale. La situation familiale, où une personne, vous ne l'acceptez pas à cause de sa situation familiale, donc vraiment tout ça c'est touché. Ensuite, on a enfin le handicap physique ou mental, quelque chose qui me touche plus personnellement. Je vais vous expliquer plus tard, mais l'handicap physique ou mental aussi, ça peut être la discrimination. Donc tous ces sujets-là, c'est vraiment sensible. Et ça fait partie de la discrimination lorsqu'on touche les caractéristiques de la personne. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des façons de le faire. Il y a vraiment des façons de ne pas discriminer la personne avec l'âge, le sexe, la religion, la situation. Okay. Mais c'est ça, plus tard, on pourrait le voir encore plus. Donc, avez-vous compris un petit peu la discrimination? Ouais. Okay. Là, on va rentrer dans les critères d'intimidation. L'intimidation. D'après vous, je vais vous poser une question. Comment peut-on savoir qu'une personne se fait intimider? Oui. C'est répétitif. Ok, parfait, ouais. Super. On a déjà fait une autre main levée? Ouais. Les gens qui t'aiment. Ok, parfait. Ok, ben c'est ça. Donc, tu l'as bien dit, c'est mon premier point. La répétition. Puisque c'est vraiment répétitif, ça peut être on se moque de quelqu'un à tous les jours ou 5 fois dans la même journée. Ça peut pas nécessairement être à tous les jours, mais peut-être 5 fois dans la même journée. À un moment donné, c'est de la répétition et ça devient énervant. Et la répétition, c'est aussi comme ça peut être à tous les jours, à tous les mois, et ça peut être à long terme comme à court terme. Ensuite, on a le deuxième critère, c'est les conséquences négatives sur la personne. Donc, d'intimider une personne, ça se peut que cette personne, elle va vraiment mal le prendre. Il y aura des conséquences négatives sur elle par la suite, des effets. Ça peut être qu'elle va pleurer à la maison, elle va s'isoler, elle va plus aimer trop le vie social. Donc, il y a des conséquences négatives et là, on peut le voir sur la personne lorsqu'elle s'intimide. Ensuite, on a le sentiment d'inégalité. Le sentiment d'inégalité, meilleur exemple, je peux vous donner, là, vous êtes 5 contre une personne. Là, on a un gros pouvoir, 5 personnes sur une, ça c'est le sentiment d'inégalité. Ça peut être aussi grandeur, la taille, aussi, c'est un sentiment d'inégalité. Donc quand cette personne a ces 3 critères-là, en fait on en a 3, lorsqu'elle a ces 3 critères-là, on peut comprendre que cette personne se fait intimider. Donc, les catégories d'intimidation, êtes-vous capable de me donner des catégories d'intimidation? Oui? Oui, parfait. Quelqu'un d'autre? Vous pouvez essayer? Oui? Pardon? Verbal, ok, ouais. Super. Oui? Super, ouais, c'est bon ça. Oui, on a mis. Ouais. Ah, ouais. Ben, en fait, vous l'avez vraiment bien nommé. Il y en a beaucoup, mais j'en ai mis 3 qui sont super importants. Donc, le premier, c'est physique. Et là, ici, on peut voir juste par une image, tu sais, une image vaut 1000 mots, là, on peut vraiment voir dans les critères que j'ai nommés avant. Donc là, ici, ça, c'est la catégorie physique, l'intimidation physique. Et on peut le voir ici que cette personne, elle est plus grande que le petit jeune ici. Donc, un sentiment d'inégalité.
Puis là aussi, on parle des catégories physiques. On peut voir par son coup de poing que cette personne est quand même vulgaire, puis elle veut frapper la personne. Donc, et on qui sait, on ne sait pas si c'est répétitif. Peut-être que ça se produit 1 ou 2 fois par semaine. Donc, juste là-dedans, on peut voir dans le physique, on peut voir la répétition, les sentiments d'inégalité. Et ensuite, on a exactement verbal. Ici, on peut voir les quatre personnes en arrière, là. On dirait des Power Rangers. Mais, donc c'est ça, on peut voir ici, sentiments d'inégalité, ils sont 4 versus 1. Puis ça, c'est le verbal, intimidation verbale. Ils sont en train de rire d'elle, ils sont en train de se moquer de elle, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais. Puis la personne a des conséquences négatives sur la personne, comme on a expliqué tantôt. On peut le voir qu'elle est triste. Donc, ça, c'est verbal. Ensuite, le dernier, mais qui est vraiment sous-estimé, puis je te rends content que tu l'as nommé, en fait, c'est le cyber. Le cyber-intimidation est vraiment quand même sous-estimé, mais il y a une grande majorité d'intimidation qui se produit sur les réseaux sociaux, surtout avec la technologie qui évolue, puis les réseaux sociaux depuis 2010. Là. On aperçoit que il peut y avoir l'intimidation sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, où est-ce que on peut exposer quelqu'un sur les réseaux, on peut l'humilier publiquement, rire de cette personne faire des commentaires sur ses photos. Puis, on peut le voir là, ici, comme les petits commentaires. Puis cette personne-là qui a des conséquences négatives. Puis ça, c'est vraiment grave, là, la cyber-intimidation, mais les conséquences négatives qu'il peut avoir sur la personne, c'est très grave. En fond, cette personne risque de peut-être ne pas aller à l'école parce qu'elle s'est fait humilier sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment faire attention sur ce qu'on met, sur ce qu'on écrit, des fois. Là, des fois, ça peut être drôle, mais pas si drôle que ça parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran de la personne. Donc ça c'est les trois catégories d'intimidation, puis vous avez super bien nommé. Il y en a plus, mais vraiment je trouve que c'est les plus majeurs. Là, je vais vous raconter mon histoire, c'est pas moi, là, c'est Gilles de la Tourette en fait. Georges Gilles de la Tourette. Et lui, c'est un neurologue dans les années 1800, fin 1800. Et c'est lui qui a développé le syndrome de Gilles de la Tourette. Et qui nous permet de diagnostiquer une personne, syndrome de Gilles de la Tourette. En fait, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est des tics, c'est caractérisé par des tics moteurs et des tics sonores. Pour ceux qui ne savent pas, les tics moteurs, c'est des mouvements physiques, des mouvements irréguliers, ce que ça peut être hausser les épaules, bouger la tête, taper du pied. Il y a plusieurs mouvements physiques. Et aussi, on a les tics sonores. Les tics sonores, c'est des bruits. En fait, c'est faire des bruits de cochon. Moi j'avais ça. Je faisais des bruits de cochon. Un autre, ça peut être des bruits de lion. Ça peut être siffler, faire du bruit, le plus du bruit possible. Donc, on a le tic moteur, le tic sonore. Et puis, une personne peut avoir ça à partir de l'âge de 8 ans. Et même avant 8 ans, mais en majorité à l'âge de 8 ans. Puis à l'âge de 12 ans, c'est vraiment le pic où on peut voir que la personne, c'est plus fort sur cette personne, les tics. Et moi, en fait, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 8 ans. Et en fait, j'ai grandi toute ma vie avec le syndrome de la Tourette jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que tu guéris, mais que forcément tu peux contrôler plus tard en grandissant et en devenant plus mature, tu as plus de contrôle. J'ai été à l'école, vous l'avez vu, j'ai été à l'école malgré mon déficience, mon syndrome. Puis ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez vu, je suis allé jusqu'à l'université. Malgré que je faisais des tics verbaux, des tics sonores, des tics moteurs, j'étais à l'école, je dérangeais les autres. C'était pas dans ce temps-là, avant, c'était pas si connu que c'est en ce moment parce que maintenant,
sur TikTok, vous pouvez voir que les gens s'expriment plus sur le syndrome de la Tourette. Mais avant, moi, on n'était pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc c'était méconnu. Puis je pouvais me faire humilier dans les classes. Ça pouvait être parfois par les enseignants, ça peut être parfois par les élèves. Vraiment, je dérangeais beaucoup en classe à cause de mes tics. Et parfois, comme on expliquait tantôt, là, la répétition, les conséquences négatives et le sentiment d'inégalité, c'est un peu ce que je subissais quotidiennement parce que faire des bruits à tous les jours en public ou en classe, ça s'entend. Donc, c'était facile je pouvais voir vos réactions, les réactions des yeux des gens, les réactions faciales, ou ça peut être quelqu'un qui me dit pourquoi tu fais ça. C'était vraiment répétitif à tous les jours et plusieurs fois dans la même journée. Les conséquences négatives que j'avais sur moi, c'était que des fois, j'allais plus à mes cours. Je pouvais arriver chez nous, je pleurais. J'allais voir ma mère. Plusieurs conséquences négatives que je pouvais avoir. Ensuite, on avait le sentiment d'inégalité. C'est juste, je dis ça parce que c'était plusieurs personnes sur une personne, sur moi. Parce que plusieurs personnes pouvaient, les réactions faciales, ça peut être par plusieurs personnes. Donc, c'est un peu techniquement, je vivais de l'intimidation. Mais ça ne m'a pas empêché, comme je l'ai dit, ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école et continuer. Puis, honnêtement, je suis très fier, j'étais vraiment fort, puis j'avais pas de la misère non plus socialement. Donc, il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours, puis tantôt, je vais vous montrer des stratégies. Vous allez voir que malgré une déficience, on peut toujours réussir. Oui. On peut poser des questions au fur et à mesure? Oui, excuse-moi, j'avais remarqué qu'elle avait levé sa main pendant que je... non? Quand je parlais? Ah, ok. Mais sinon, tu as une question? Oui. Je me demande pourquoi tu appelles ça une déficience et pas juste un syndrome? Y a-t-il une raison? Ouais, non, c'est vrai que peut-être la déficience, le mot, c'est pas très bien utilisé, mais oui, un syndrome. Le syndrome de la Tourette, c'est un syndrome, c'est pas une maladie, mais ouais, peut-être la déficience, j'aurais peut-être pas dû utiliser, t'as raison, mais je trouve que une déficience. Tu fais ça comme s'il y avait vraiment. C'est ça, tu sais, parce que quand tu as vraiment le syndrome, je me vois un peu tout, genre malade, déficience intellectuelle, tu sais, handicap. Je pouvais me surnommer toutes sortes de termes, je me sens exactement. Quand vraiment que ça te touche, que tu as un syndrome ou que tu as une maladie, peu importe, tu commences à penser à plein de choses. Mais ouais, moi je me considère un peu de tout, mais déficience intellectuelle, c'est vrai que je pouvais avoir de la misère avec mes... parce que je ne l'ai pas mentionné, c'est vrai, mais le syndrome de la Tourette, c'est rattaché avec le TDAH, le TOC, le trouble opposition, donc plusieurs troubles. Donc oui, je pouvais avoir la misère à faire des dictées ou à faire des travaux, d'apprendre. Mais merci. C'est ta réponse. Oui. Quand quelqu'un a les Tourette, est-ce que ça veut dire que s'ils veulent dire quelque chose, ça peut sortir plus fort que ce qu'ils veulent? Excuse-moi, est-ce que tu peux... Par exemple, Ouais. je voulais dire quelque chose, mais j'ai les Tourette. Oui. Est-ce que ça se peut que je le dise plus fort sans vraiment... Oui, en fait, moi, ça m'arrive souvent que dans le fond, je pense à quelque chose puis je le dis à voix haute. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un peu l'éthique sonore, mais c'était beaucoup, on appelle ça de l'écolalie. L'écolalie, c'est de répéter ce que les autres disent ou parfois ce que toi-même tu dis. Et moi, ça m'arrive souvent que en examen, ça c'était drôle, en examen, je répétais un peu ce que j'avais dit en tête, fait que je donnais les réponses à mes collègues. Et les gens aimaient ça être avec moi. Ouais, donc je répétais beaucoup en mathématiques, ok, 4 plus, tu sais. Mais oui, c'est vraiment, des fois je disais, ça peut être aussi des mauvais mots, ça peut être, tu sais, parfois je dis quelque chose que je pense, mais il fallait pas que j'étais à haute, mais t'as pas de contrôle quand t'es un enfant, surtout. Mais ouais, oui. Est-ce que ça vous a affecté, genre, vos présentations orales comme les notes? Non, en fait, les présentations orales, c'est ce que j'aimais beaucoup. Je sais pas, comme maintenant, en fait, j'aime beaucoup parler devant les gens depuis que je suis jeune. Et quand je faisais mes oraux, c'était plus... parce que moi, chaque personne qui a la Tourette, c'est différent sur chaque individu. Puis moi, en fait,
mes tics disparaissent quand je parle. Il y en a que ça peut être, ils disparaissent quand ils font la guitare, quand ils font un sport, peu importe. Mais moi, c'est vraiment quand je parle, ça devient plus mes yeux. Je clignote beaucoup des yeux. Mais je fais plus de tics sonores quand je parle. Donc, non, oral, j'aimais beaucoup ça. C'était des examens. Mais oui. C'est beau? Merci pour vos questions. Là, on va rentrer dans les jugements. On a parlé de l'intimidation, mon histoire. Mais là,